Vous êtes sur Al24, paré pour votre rendez-vous de l'information africaine. Bonsoir, heureux de vous retrouver. Et sans perdre une seconde, mettons d'emblée le cap sur la Tunisie où le président Kais Saïed rejette toute vacance du pouvoir. Contexte, le chef de l'État n'a pas été vu en public depuis le 22 février, donnant lieu à des spéculations sur son état de santé. Une absence dénoncée par le chef du Front de Salut National, parti d'opposition, lequel avait appelé le gouvernement à livrer les raisons ayant trait à cette indisponibilité du président, assurant avoir été informé qu'il avait eu des problèmes de santé. Kais Saïed, par le biais d'une vidéo diffusée hier, a rétorqué. On écoute. Ils ont atteint un degré de folie jamais connu en Tunisie. Ils parlent d'état de vacance du pouvoir. Ils ont diagnostiqué la maladie et ont même prescrit des médicaments. Ils ont avancé des chiffres et des analyses que j'ignore. Ils ont invoqué la vacance du pouvoir. Jusqu'à ce matin, ils continuent de l'invoquer. C'est leur but. Certains ne font pas la différence entre la vacance du pouvoir et une absence temporaire. Ni l'un ni l'autre n'a eu lieu. Sahara occidentale, on en parle. On savait que le Marzen exploitait les minerais comme le phosphate dans cette région, au nez et à la barbe des réglementations onusiennes. Par ailleurs, une autre richesse semble exciter l'intérêt de Rabat, l'énergie éolienne. Des associations et un comité des défenses du droit international tirent la sonnette d'alarme. Explication, Sofiane Baroudi. Une campagne de sensibilisation a été lancée par l'Observatoire international pour la protection des richesses naturelles au Sahara occidental, basé en Norvège, en coordination avec l'association médiatique Noshata. L'objectif étant de dénoncer l'exploitation illégale du potentiel énergétique éolien dans les territoires occupés du Sahara occidental. Nous exigeons le retrait immédiat des entreprises, surtout la société allemande Siemens Gamesa et son partenaire italien. Nous leur demandons de se retirer de ce projet qui bafoue les droits du peuple sahraoui, qui viole le droit international, mais aussi la souveraineté du peuple du Sahara occidental sur ces terres qui ont été enlevées par la force et sous la contrainte par le régime d'occupation marocain qui les a maintenant livrés à l'exploitation de sociétés étrangères sans l'accord du peuple sahraoui, ni celui de son représentant unique et légitime, le Front Polisario. Le régime colonial marocain, en plus d'occuper militairement et illégalement des territoires du Sahara occidental, continue l'extraction intensive des mines de phosphate de Bokra, ainsi que le pillage de la richesse halieutique, en vertu de l'accord de pêche avec l'Union européenne, signé en 2019, qui devra expirer en juillet prochain, alors que l'Espagne, qui porte une responsabilité historique dans la décolonisation du Sahara occidental, assurera la présidence tournante de l'Union européenne. Pour rappel, la Cour de justice européenne a statué en annulant l'accord qui a pourtant été maintenu pour des raisons obscures, dans l'attente d'un verdict final de la plus haute instance juridique de l'Union européenne. À ce propos, la députée européenne Idoia Vilanova, députée espagnole de la formation Unidas Podemos, a exprimé au journal Público que, je cite, « La justice européenne a été claire. Le Front Polisario doit participer aux négociations sur l'accord de pêche Union européenne-Maroc. » La députée européenne a également dénoncé l'opacité des négociations entre le Maroc et la Commission européenne et a interpellé sur ce sujet la patronne de l'exécutif de la Commission, Ursula von der Leyen, par écrit. Dans une conjoncture marquée par la multiplication des scandales impliquant l'occupant marocain, à l'instar de l'affaire Pegasus et de l'embarrassant Morocco-Gate impliquant une institution européenne, le Parlement dans une tourmente de corruption. Sujet connexe, toujours le Sahara occidental, on l'appelle le mur de sable, construit dans les années 80, étendu sur presque 3000 km et une hauteur de 3 mètres, le tout cerclé par des milliers de mines plantées, des engins ayant provoqué d'ailleurs des milliers de victimes. L'ONU a déjà exprimé ses craintes en raison de leur propagation des mines décimées sur la zone tampon d'El Gargarat, dans le sud-ouest du Sahara occidental. On en a parlé justement ce matin au Forum d'El Moudjahed, en présence de l'ambassadeur de la République arabe sahraoui en Algérie, Abdelkader Taleb Omar. Je vous propose d'écouter un extrait de son allocution.
L'Algérie a donné l'exemple dans le combat pour la libération, mais aussi dans les modalités pour l'éradication de l'impact des mines antipersonnelles et des autres armes utilisées par les régimes coloniaux. L'Algérie est également une inspiration dans la méthode de purification de la terre et de sa transformation en source de richesse et de progrès. En bref, au Mali, les autorités ont annoncé la neutralisation de 168 terroristes et la perte de 10 militaires au cours de la période de mars. 20 bases de groupes rebelles ont également été détruites. Et puis, au Nigeria, des hommes armés tuent 12 personnes dans 4 attaques. On déplore également de nombreux blessés, autres kidnappés dans le nord-est du pays et dans le centre. L'insécurité est un souci majeur dans ce territoire, le plus peuplé d'Afrique, au moment où un nouveau président, Bola Tinubu, doit être investi le mois prochain à la suite d'une élection, d'ailleurs toujours contestée par l'opposition. Et puis Kenya à présent, où les manifestations populaires dernièrement contre la cherté de la vie et l'impuissance d'un gouvernement qui a du mal à endiguer cette inflation qui frôle les 10%. Plus sérieux encore, la monnaie du pays, le shilling kenyan, a chuté à un niveau historique bas, perdant en février moins de 4% de sa valeur par rapport au dollar. Justement, comment une puissance économique de l'Afrique de l'Est et sa pléthore de projets d'infrastructures s'est retrouvée dans une telle crise économique? Les explications avec Neriman Zekar. Champion incontesté de l'économie africaine, dynamisme et diversité, pourtant au vu des derniers événements de la rue où la colère pointait une impuissance du gouvernement à réguler l'inflation à 9,5%, les observateurs du champion africain ont diagnostiqué un sérieux souci, un manque de dollars inquiétant ne soutenant plus la monnaie nationale, le shilling. Néanmoins, le gouvernement William Ruto a tenté de dissiper l'inquiétante crise se profilant, mais l'homme de la rue ne s'y trompe pas, répondant d'ailleurs sans se faire prier à l'appel de l'opposant Raila Odinga pour manifester. Les supermarchés se sont vidés des produits locaux, incitant d'ailleurs les usines d'importer 80% de leurs matières premières. Celle-ci a la peine pour obtenir les précieux billets verts auprès de banques. Et qui dit rareté du billet vert dit cherté sur les marchés, conséquence, une inflation presque à 2 chiffres. Le premier symptôme de cette pénurie a débuté il y a quelques mois déjà. La Banque centrale kenyane a vu ses réserves fondre, un seuil au plus bas depuis une décennie, tombant à 6,4 milliards de dollars, une couverture des importations seulement de 3,6 mois, bien en dessous de la réglementation des 4 mois imposée. Plusieurs facteurs ont nourri cette fièvre, une balance commerciale structurellement déséquilibrée à la base, aggravée par la séquence Covid-19 et la guerre en Ukraine. Ajoutant à ça une sécheresse record, fragilisant les recettes du pays sur les produits phares comme le thé, le café et le tourisme. Mais d'autres explications sont à chercher ailleurs. Avec la politique monétaire de la Fed, la Banque centrale américaine augmentant ses taux directeurs, le crédit devient plus onéreux, donc $1 plus cher. Une situation impactant de nombreux pays africains, à l'instar d'un naira nigérian décrochant à 100% de sa valeur face au dollar ou le rand sud-africain. Au Kenya, il fallait 99 shillings kenyans pour acheter $1 avant la pandémie. Ce chiffre a grimpé à 132 selon le taux officiel. Une période difficile où le gouvernement a commencé parallèlement à rembourser d'importants montants en dollars liés à la construction d'infrastructures comme le train reliant la capitale au port de Mombasa sur l'océan Indien. 150 à 500 millions de dollars remboursés mensuellement selon les mois, d'après les données de la Banque mondiale. Une rareté du billet vert donc a favorisé un phénomène de thésaurisation des banques du pays. Kenya nourrit de l'espoir via des aides de la Banque mondiale et du FMI dans les prochains mois pour geler les dépenses, des mesures jugées temporaires selon les analystes. Voilà pour les informations du jour. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo, en vous souhaitant une agréable soirée.